RMC, After Italy, Jérôme Sillon. Salut à tous, merci de votre fidélité à l'After Italy, votre podcast RMC Sport à écouter sur toutes les plateformes et désormais à regarder sur la chaîne YouTube de l'After. Chaque semaine dans l'After Italy, on part à la découverte des clubs, des joueurs et des histoires du football italien avec notre drôle de dame italienne. Évidemment, il est là, Johan Crochet. Ciao Johan. Salut Jérôme, ciao à tutti. Et avec Loïc Moreau. Salut Loïc. Salut Jérôme, salut tout le monde. Dans l'After Italy, aujourd'hui, on va disséquer l'adaptation réussie de Randal Kolo Muani à la Juventus depuis son arrivée dans le Piémont fin janvier. L'attaquant des Bleus était en situation d'échec au PSG, devenu remplaçant 1 an et demi après son transfert à 90 millions d'euros. Avec la Juve, Kolo Muani a été élu joueur du mois de février en Serie A. Pourquoi Kolo Muani revit chez les Bianconeri? Pourquoi l'attaquant français n'a pas résolu tous les problèmes de son équipe? Peut-il s'inscrire dans la durée chez la vieille dame? C'est parti pour l'After Italy. Et on accueille notre invité qui a bien connu Randal Kolo Muani, c'était au FC Nantes, c'était pas chez les pros, c'était en équipe réserve. Son entraîneur s'appelait à l'époque Pierre Aristui. Bonjour Pierre, merci d'être dans l'After Italy. Bonjour Jérôme, bonjour à tous, c'est un plaisir d'être là. Pierre, vous êtes ancien entraîneur du FC Nantes. Juste d'abord, avant qu'on détaille les performances récentes de Randal, parlez-nous un petit peu du lien qui vous unit tous les deux, comment vous vous êtes rencontrés et puis ce qui vous unit donc à Randal. Écoutez, tout simplement, j'ai rejoint l'équipe réserve du FC Nantes en 2017. Randal avait à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, 18 ans et demi, 19 ans. Donc on a fait connaissance à ce moment-là. J'ai découvert ce garçon comme beaucoup d'autres. Et puis j'ai suivi et j'ai, accompagné son parcours durant 2 ans avant que ce garçon ne soit prêté à Boulogne en national. Alors, on va se demander pourquoi Randal Kolo Muani a choisi la Juventus Turin. Johan, rappelons d'abord que l'Italie, c'est pas un pays qui lui est inconnu à Randal Kolo Muani. Ouais, effectivement, il avait fait 2 essais, notamment plus jeune, avant de rejoindre le centre de formation du FC Nantes. Il avait fait un essai à Rennes, on le sait aussi. Mais avant les centres de formation, les essais en France, il avait fait un essai à la Cremonese et un autre à Vicenza, et ça s'était pas conclu. Alors à la Cremonese, Randal Kolo Muani disait que lui, comme il n'avait pas fait de centre de formation très structurant, il estimait qu'il lui faudrait sans doute 2 ou 3 ans avant de pouvoir aider vraiment la Cremonese, et la Cremonese lui donnait un contrat seulement d'1 année. Et à Vicenza, c'est un peu différent. Là, il était très très proche de signer. Et puis au dernier moment, son père lui a dit ce serait peut-être pas plus mal que tu restes en France, et donc il a usé de toute son influence pour ne pas qu'il signe en Italie, alors que Randal, lui, était plutôt chaud pour aller à Vicenza, au-delà du fait que c'est une très belle ville. Mais en tout cas, il avait un projet qui lui convenait et qu'il trouvait intéressant, mais avec l'influence de son père, il a choisi de rester en France, et finalement, il a plutôt bien fait. Ouais, et c'était avant de signer à Nantes, Pierre. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, mais c'était à ce moment-là donc qu'il rejoint l'équipe nantaise et la réserve. Oui, c'était avant. Il a rejoint l'équipe, le club du FC Nantes en U19, et effectivement, il avait de par le passé effectué pas mal d'essais à droite à gauche en France, mais aussi à l'étranger et notamment en Italie, oui. Alors cet hiver, Loïc, il avait l'embarras du choix. Randal Kolo Muani, il était très courtisé, mais pourquoi l'était-il autant? Parce que ça reste un joueur de qualité, Randal Kolo Muani. Il a montré à Nantes notamment, il a montré aussi à Francfort et un petit peu à Paris, peut-être pas assez, et c'est d'ailleurs ce qu'on lui a reproché. Et pourtant, on en avait déjà parlé, Jérôme, dans l'autre émission digitale qu'on a, RMC Mercato, de ses qualités à Randal Kolo Muani, puisqu'avant de signer à la Juventus, au 1er janvier 2025, c'était tout simplement l'attaquant qui se procurait les occasions les plus qualitatives dans les 5 grands championnats européens, devant notamment Robert Lewandowski, Eli Wahi, Christopher Nkunku et Patrick Schick. C'était vraiment on parle d'expected goal, donc par rapport à cette capacité à se créer des occasions de qualité. 1,20, c'est un chiffre énorme par 90 minutes. C'est quasiment une occasion de but qui se procurait à chaque fois qu'il jouait. Il jouait très peu, effectivement, avec le Paris Saint-Germain. Mais voilà, il avait des arguments à faire valoir, notamment le fait d'avoir cette capacité à se procurer de très bonnes occasions. Et forcément, ça ne laissait pas les clubs européens, ça savait, insensible. Insensible. Et du coup,
coup, voilà, c'est pas non plus illogique de l'avoir vu empiler les buts avec la Juve pour ses débuts. Alors, il avait Tottenham, il avait Manchester United cet hiver qui sont venus pour lui proposer une solution pour sortir du Paris Saint-Germain. Il a choisi la Juventus. Pourquoi, Johan ? Alors déjà, il faut s'intéresser à pourquoi la Juve est allée chercher Kolo Muani, parce que sur cette première partie de saison, effectivement, la Juve avait un bilan collectif acceptable avant la chute en début de deuxième partie de saison, mais c'est surtout que elle était partie sur un début de saison avec 2 attaquants, 2 numéro 9, donc c'était Dusan Vlahovic dans la claire peau du titulaire, et puis en remplaçant Arek Milik. Sauf que Milik étant blessé à peu près tout le temps, Vlahovic s'est retrouvé à jouer tous les matchs. Et quand tu joues tous les 3 jours, que tu enchaînes la Ligue des Champions, maintenant avec 8 matchs de Ligue des Champions, ça devenait un peu compliqué. Donc Thiago Motta était obligé de le gérer un peu au niveau de son temps de jeu, donc de le faire sortir parfois en cours de match, de parfois le gérer vraiment à la minute près pour pas que lui-même se blesse. Avec les matchs aussi de la sélection serbe, il faut rajouter ça aussi. Et donc il y a eu un vrai problème au moment où Dusan Vlahovic s'est blessé en novembre avec la sélection serbe. Il a raté 3 matchs par la suite, et la Juve s'est retrouvée donc sans son attaquant titulaire, Vlahovic, sans son remplaçant, Arek Milik, et donc Thiago Motta est obligé de bricoler un peu. On a vu un McKennie, un Kopp Miners s'échanger la position de faux numéro 9, mais c'était pas forcément très brillant. On a eu Timothy Weah qui s'y est collé, lui plus attaquant que les 2 autres qui sont des milieux de terrain, mais plus un attaquant de côté, et ça n'a pas fonctionné non plus de manière très optimale. Et la Juve s'est dit, on arrive à un point où il va nous falloir un remplaçant, parce que Milik, son retour, on peut pas l'espérer avant très longtemps, et d'ailleurs c'est toujours pas le cas. Et donc ils ont sondé un peu le marché. Il y avait aussi un élément important, c'est financier. La Juve avait investi près de 200 millions d'euros cet été, enfin l'été dernier en l'occurrence, et ne pouvait pas investir une énorme somme d'argent. Par exemple, un Santi Jiménez qui est arrivé à Milan, sortir 30 millions d'euros comme ça devenait compliqué pour la Juve, de par les dépenses 6 mois auparavant. Donc l'opportunité de marché Kolo Muani avec un prêt sec qui engage en rien parce qu'il n'y a pas d'option d'achat, ça leur convenait tout à fait, au-delà du fait que Kolo Muani c'est aussi un très bon attaquant. Bon, c'était pas gratuit non plus, Johan, parce qu'on parle d'un prêt certes sec, mais un prêt payant avec quand même la prise en charge du salaire, ce qui n'est pas neutre pour la Juve. Non, c'est pas neutre, mais si tu veux, par rapport à une dépense immédiate qui t'engage aussi sur un contrat de longue durée, c'était beaucoup plus acceptable pour les finances actuelles de la Juve. Et puis Thiago Motta, comme il suivait aussi un peu le championnat de France et qui connaît la valeur du championnat de France et la valeur des joueurs du Paris Saint-Germain notamment, avait aussi comme intérêt de prendre Kolo Muani parce qu'il le suivait, il savait ses qualités, et il avait aussi un registre un tout petit peu différent, enfin même assez différent de Dusan Vlahovic. Kolo Muani, on l'évoquera tout à l'heure dans son profil avec Pierre Aristouille, mais c'est vraiment un attaquant qui est, notamment on l'a vu se démarquer et se montrer lors des premiers matchs de la Juve sur la recherche de la profondeur. Dusan Vlahovic est un autre type d'attaquant, donc ça a ajouté une palette, et on se disait peut-être que en fonction des figurations du match, quand les deux seront aptes, Thiago Motta aura le choix. Une défense resserrée, peut-être mettre plus Vlahovic, une défense haute, peut-être mettre un peu plus Kolo Muani. Mais oui, c'est une dépense. Mais si tu veux, le salaire sur 6 mois et le prêt payant sur 6 mois, ça n'a rien à voir avec un investissement de 30 millions d'euros plus un contrat de 5 ans derrière. Ouais, c'est un prêt payant, je crois, de 1 million d'euros plus 3,5 millions d'euros de salaire à payer sur le semestre. Pierre, le rôle de Thiago Motta, on a l'impression qu'il a été décisif dans le choix de Randal Kolo Muani. Il est très attentif, selon vous, au choix aussi et à l'importance que peut avoir le manager. Oui, alors déjà, je pense quand même que Thiago Motta, de par son expérience passée comme joueur au PSG, a entretenu des liens étroits avec l'organigramme du PSG, et ça a certainement dû faciliter la venue de Randal à la Juventus. Après, il est évident que la façon en tout cas, de ce que je peux en ressentir de l'extérieur, la façon de manager et la façon de vouloir jouer de Thiago Motta se rapproche un petit peu de ce que privilégie Randal dans son expression, effectivement, oui.
En tout cas, ça marche pour l'instant. Loïc, toi qui as vu quelques matchs, franchement, les premiers pas de Randal Kolo Muani, ça paraît être le bon choix pour lui. Mais en fait, c'est ça qui est fou, c'est de voir à quel point il galérait avec Paris. C'en était même presque caricatural, hein. C'est vrai, des ratés qui étaient assez dingues, malgré, comme on le disait, la qualité des occasions qu'il était capable de se procurer. Là, sur une demi-occasion, il marque, en fait. Et d'ailleurs, il a cassé un record en arrivant, puisqu'il est devenu le premier joueur à marqué 5 buts lors de ses 3 premières apparitions en Serie A sous l'ère de la victoire à 3 points, donc depuis 94-95. Et c'est vrai qu'il y a eu des buts, il y en a un où il contre le ballon, ça rentre. Enfin, on a l'impression que tout lui réussit à Randal Kolo Muani. Et c'est vrai que c'est assez beau d'une certaine manière, parce qu'on voit qu'en l'espace de quelques semaines, on peut passer limite de paria dans un club à révélation dans un autre. Johan, ses débuts en Serie A, ils ont été tonitruants à Randal Kolo Muani. Ça a surpris tout le monde en Italie ? Oui, parce que l'impact a été immédiat et vous savez, quand un nouveau joueur arrive, on attend toujours un peu cette sempiternelle phrase il faut lui laisser le temps de s'intégrer. Et c'est vrai que lui, l'intégration a été immédiate et son impact immédiat aussi. Pour revenir sur Thiago Motta, lui a expliqué dans une interview récente à la Repubblica que Thiago Motta l'avait appelé, qu'ils avaient beaucoup échangé, et Pierre le sait très bien comme entraîneur, il le sait mieux que nous, il n'y a pas de problème, l'influence qu'a un entraîneur, ou en tout cas que peut avoir un entraîneur dans le choix d'un joueur avant de rejoindre tel ou tel club. Et Kolo Muani disait, voilà, moi j'ai échangé avec lui, il m'a expliqué clairement ce qu'il attendait de moi, comment il comptait m'intégrer à l'effectif de la Juve, et comment il voulait que la Juve à terme joue au football. Et il disait, moi ça correspond à ce que je voulais, c'est-à-dire du temps de jeu et aussi un mode de fonctionnement et un mode de jeu qui correspondent un petit peu à mes qualités. Et on l'a vu assez rapidement. Je disais tout à l'heure, la recherche de la profondeur, quand vous prenez 2 de ses buts, le premier contre Empoli et le but contre Com, le deuxième étant un penalty, mais le premier but contre Com, c'est de la verticalité pure où il se retrouve en 1 contre 1 après avec un défenseur central et où son habileté technique lui permet sur de la technique de dribble face à un adversaire de faire la différence et ensuite de marquer. Sur ces 5 buts, il y a donc ces 2 buts sur la recherche de la profondeur. Il y a le fameux tir dévié aussi, c'était contre Empoli aussi, sur un tir de mémoire de Timothy Weah, je crois. Il y a un penalty aussi contre Com, et puis le but contre Naples, où c'est un but d'opportuniste sur un ballon qui revient dans la surface de réparation, où il fait un tir en pivot. Donc c'est vraiment cet impact qui a étonné, non pas sur la valeur du joueur, on le savait, tu joues pas au Paris Saint-Germain si t'es pas bon, tu joues pas en équipe de France si t'es pas bon, mais c'est surtout l'impact, oui, immédiat, en se disant il a sauté toutes les étapes du temps d'adaptation qu'on évoque régulièrement pour les nouveaux joueurs. Pierre, ça vous a surpris justement de le voir flamber si vite? On le disait, 5 buts lors de ses 3 premiers matchs de Serie A et donc ce titre de joueur du mois de février. Non, mais ça m'a pas surpris plus que ça, dans le sens où je sais que Randal est quelqu'un qui est assez tranquille dans son esprit, dans sa tête, et malgré les difficultés qu'il a pu connaître au PSG, et d'ailleurs il s'en est expliqué il y a peu de temps sur la pression d'un jeune joueur parisien qui vient au PSG pour 90 millions d'euros. Je pense quand même que dans son esprit profond, c'est quelqu'un qui est relativement calme et tranquille. Donc il s'est pas mis une énorme pression en arrivant à la Juve, et Johan l'expliquait très bien. Il y a tout l'aspect mental, mais il y a surtout tout l'aspect tactico-technique qui met en valeur ou qui va un peu restreindre le joueur. Et là, en l'occurrence, il a trouvé assez rapidement des fonctionnalités et des possibilités dans le jeu de la Juventus pour se mettre en valeur. Comment il le fait jouer, Johan, justement, Thiago Motta, Randal Kolo Muani, il le fait jouer en pointe, il le fait jouer seul, il le fait... explique-nous un petit peu. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a joué déjà à plusieurs positions et on voit aussi la polyvalence de Randal dans les choix de Thiago Motta. Randal disait dans cette fameuse interview il y a quelques jours, moi je suis un attaquant, et un attaquant aujourd'hui, dans l'évolution du football, ça doit être polyvalent. Ça n'existe plus quasiment un numéro 9 qui attend dans la surface, qui attend les ballons et qui marque. Il faut qu'il soit en capacité de décrocher, qu'il soit en capacité de combiner avec les autres, dans les petits espaces, venir contre le jeu, d'aller aussi proposer des triangles sur le côté avec un milieu de côté et un pisson par exemple. Donc c'est tout un bagage technique qui lui correspond finalement assez bien. Alors il dit, moi je suis aussi bien sur un côté que dans l'axe. En l'occurrence, il a plus joué aujourd'hui dans l'axe que sur un côté, mais il y a une vraie question sur l'utilisation par Thiago Motta, parce que
au-delà de ses bons débuts et des buts qu'il a marqués, on voit aussi certaines limites. Sur les derniers matchs, quand un attaquant, vous pouvez lui mettre tout type de profil de numéro 9, s'il est peu servi, s'il est déconnecté du jeu parce qu'on ne l'utilise pas assez ou parce qu'il est enfermé entre deux défenseurs centraux, et un milieu de terrain, si les espaces sont assez restreints et qui joue à 30 mètres du but, t'auras beau proposer plein de solutions, de venir contre le jeu, de proposer des 1-2 à hauteur de lui-même avec une projection d'un milieu de terrain, ça sera peut-être pas suffisant. Et on voit aujourd'hui des limites dans l'utilisation du 9 dès qu'on lui restreint un petit peu les espaces. Et c'est d'ailleurs aussi une difficulté qu'avait Dusan Vlahovic. Donc il a joué en 9, il a joué aussi sur les côtés. Alors il y a une vraie question parce que en championnat en tout cas, il a joué aussi bien côté gauche que côté droit. Alors à la fois en tant que titulaire ou à la fois en entrant en jeu. Plutôt côté droit d'ailleurs parce que à la Juve il y a des vrais problèmes sur les ailiers cette saison. Il y a personne qui se démarque. Nico Gonzalez c'est compliqué. Yildiz, Thiago Motta l'a fait jouer aussi à gauche et à droite. On sent quelqu'un qui se cherche aussi du côté de Thiago Motta parce qu'on peut dire les joueurs sont pas toujours hyper performants. Mais Thiago Motta change de position beaucoup de joueurs cette saison, que ce soit les milieux de terrain, que ce soit les latéraux, que ce soit les ailiers, même Randal Kolo Muani qui peut jouer 9 et à droite et à gauche. Donc il y a une vraie recherche, il n'a pas encore trouvé un équilibre qui le satisfait et qui lui permet de se créer beaucoup d'occasions et de gagner plus de matchs que ça. Mais sa polyvalence, en tout cas, Thiago Motta s'en sert, il a vite compris. Et moi je trouve même que pour l'instant, c'est pas en 9 qui m'a le plus intéressé, c'est sur le côté droit. Parce que quand vous alignez Vlahovic en 9 avec un Kolo Muani qui peut venir combiner avec lui et prendre les espaces, et il y a un Yildiz qui est plus un meneur de jeu, par exemple sur le côté gauche, ça fait des combinaisons assez intéressantes de profil. Et sur plusieurs phases de jeu, il peut y avoir des éléments déclencheurs intéressants. On verra, il y a une autre possibilité, ça serait de jouer avec deux attaquants. Mais Thiago Motta, pour l'instant, c'est 4-2-3-1 et rien d'autre. Donc ça exclut un petit peu ce système-là. Pierre, vous en pensez quoi? Quelle est la meilleure façon d'utiliser, d'exploiter les qualités de Randal Kolo Muani? C'est de le faire jouer en pointe? C'est de le faire jouer sur un côté? C'est de l'associer à Vlahovic? J'écoutais avec attention les explications de Johan qui sont très pertinentes, très intéressantes. Je vais essayer de résumer un petit peu ma pensée. Je pense que dans une équipe qui se donne la possibilité d'avoir des espaces dans le dos de l'adversaire, Randal peut très bien jouer comme avançant dans un 4-2-3-1 ou un 4-3-3. À savoir que, et quelques-uns de ses buts l'ont prouvé, à savoir que dans cette configuration-là, même sa position axiale au départ de l'action ne le restreint pas à faire ses appels sur les extérieurs. Et quand il récupère le ballon sur les extérieurs avec de la place devant lui, j'ai envie de dire qu'il devient très, très, très dangereux. Là où moi je pense qu'il a été mal utilisé au PSG, c'est dans cette position d'avant-centre, dans une équipe dominante, voire ultra dominante, avec très très peu d'espace dans le dos de la ligne défensive, et où là en fait le rôle de l'avant-centre va être essentiellement un rôle d'orientation du corps, de positionnement, de capacité dans de tout petits espaces à pouvoir s'orienter vers l'avant. Et là, pour moi, c'est encore la limite de Randal. Donc, dans une équipe dominante avec très peu d'espace dans le dos, je le vois davantage sur un côté, plutôt à l'extérieur. À partir du moment où il y a des possibilités de transition et de l'espace, sa position axiale n'est pas gênante puisqu'il va démarrer ses courses, il va orienter ses courses vers les extérieurs. Alors Randal avait débuté très fort. Oui, vas-y Johan. C'est intéressant ce que dit Pierre parce que si on reprend les buts contre Com et Empoli justement, contre Com, son appel est centre droit, donc il part du centre plutôt pour aller vers la droite, on se positionne plutôt sur la droite, et contre Empoli c'est l'inverse, il part du centre pour aller sur la gauche, et ensuite il se réaxe en dribblant son adversaire et en marquant de près. Donc effectivement, et ce que disait Pierre sur l'utilisation Paris Saint-Germain, c'est quelque chose qu'il rencontre actuellement. Parce que dans l'esprit, Thiago Motta veut une équipe dominante. On l'a vu avec Bologne, c'est une équipe qui a beaucoup le ballon, qui a une construction plutôt lente et qui attend sagement le moment de verticaliser au moment où il commence à trouver des espaces. Mais ça, la conséquence, c'est que les équipes ont tendance de plus en plus à attendre la Juve bloc bas. Et là, on le voit, la difficulté de Randal, ce que disait Pierre, de la marge de progression qu'a cet attaquant aujourd'hui, c'est de réussir un petit peu plus à jouer et à se lier avec les autres quand la défense est un peu plus bas. Mais par contre, là où je suis d'accord avec Pierre et ce que je disais, moi je le préfère plutôt ailier,
parce que ça lui donne à la Juve une double possibilité. Ailier dans une phase de possession où il peut faire des différences en 1 contre 1, donc ça sur une phase de possession classique à la recherche d'espace et en tout cas en essayant de bouger le bloc adverse. Et la deuxième chose, c'est sur des transitions rapides ou une récupération haute. Là, la vitesse de Kolo Muani sur le côté, en faisant un appel vers l'intérieur, donne une autre arme à la Juve, autre arme que Vlahovic. Donc finalement, moi j'aimerais bien que les deux soient un petit peu plus associés, avec Randall plutôt côté droit et pourquoi pas un Yildiz côté gauche. En attendant, Kolo Muani a donc débuté très fort, on le disait, 5 buts en 3 matchs. Désormais, c'est un peu plus compliqué, peut-être lié aussi à la façon de jouer des adversaires de la Juve. Il reste sur 6 matchs sans marquer, toutes compétitions confondues. Et puis, on a l'impression qu'il a un petit peu caché les problèmes de la Juventus à son arrivée, mais que désormais, ces problèmes reviennent parce que la Juve, malgré Kolo Muani, a été éliminée de la Coupe d'Italie au tir au but par Empoli, a été éliminée par le PSV Eindhoven en Champions League, et la Juve n'est sûre de rien également, Johan, en Serie A, en championnat, pour la prochaine qualification de Champions League. C'est toujours jouable, mais rien n'est acquis. Ouais, le dernier mois de compétition de la Juve est absolument catastrophique parce que c'est pas simplement perdre en Coupe d'Italie contre Empoli, c'est perdre en Coupe d'Italie à domicile contre l'équipe B d'Empoli. Ça, c'est le premier élément. Contre le PSV, c'est pas simplement de perdre parce que c'est extrêmement bateau de le dire, mais perdre un match de Ligue des Champions, même contre une plus petite formation sur le papier, il n'y a pas de problème. Ça peut arriver. Tu fais une très bonne prestation, tu te fais avoir sur des contres, toi le ballon ne veut pas rentrer, le poteau il est extérieur plutôt qu'intérieur, plutôt que rentrant, il n'y a pas de problème. Mais le souci c'est que sur le match retour, tu as été dominé pendant un peu plus de 100 minutes en comptant la prolongation. Donc la prestation était catastrophique avec un résultat catastrophique. Et en championnat, évidemment le dernier élément c'est la défaite à domicile contre l'Atalanta qui a été absolument catastrophique parce que tu as pris une leçon de football et le 4-0 à domicile ça pouvait très bien être aussi 6-0. Donc effectivement, il a caché un petit peu ce qui n'allait pas, il l'a masqué, et c'est là que l'analyse parfois est pas très bonne, parce que tout le monde disait bon la Juve est de retour dans la course au titre, mais quand on regardait réellement les prestations, Kolo Muani a tiré la Juve de mauvais pas un certain nombre de fois. Quand on prend le match contre Côme, la Juve est dominée pendant 70 minutes par Côme. Et c'est grâce à 2 exploits. Alors le penalty c'est pas vraiment un exploit individuel, mais déjà il faut le marquer en toute fin de match. Mais l'exploit du premier but, en tout cas individuel, à marquer en transition, a permis à la Juve de prendre ces points-là. Sauf qu'aujourd'hui, quand il y a moins d'exploits de Kolo Muani, on revient à une Juve normale avant l'arrivée de Kolo Muani, c'est-à-dire une Juve qui est heurtée, qui est difficile à cerner, qui a un jeu très lent, très prévisible, et surtout les adversaires ont très bien compris qu'en fermant les espaces à double tour, en mettant un peu de pression sur le porteur de balle, ça devenait un peu plus compliqué pour la Juve. Donc oui, les 5 premiers matchs, ils ont été les 5 premiers matchs, parce que je prends en compte quand même si ça fait 6 matchs qu'il n'a pas marqué, le match qu'il fait contre l'Inter est très positif, il est très bon, il bouge très bien, il est décisif sur le but avec ça passe avec le contrôle et le jeu dans les petits espaces dans la surface. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, passer l'effet impactant immédiat, collectivement, la Juve est en grande difficulté. Ouais. Alors, on va se poser la question de son avenir. Est-ce que Randall Kolo Muani doit rester à la Juventus ? On sait on l'a dit, il est prêté sans option d'achat. Il s'est donc exprimé dans les colonnes de la Repubblica la semaine dernière avec Emanuele Gamba à l'interview. On va vous faire lire tout simplement ce qu'il a dit. Il a dit « Paris, un chapitre refermé. Non, vu que j'ai encore un contrat avec eux, rester à la Juve, ma volonté est de jouer et de m'amuser. Si les choses continuent comme ça, pourquoi pas ? La Juve est le club qui m'a ouvert les portes. » Pierre, est-ce que, selon vous, Randall doit s'inscrire dans la durée à la Juventus et ne pas revenir à Paris? Vous en pensez quoi? Pour moi, ni l'un ni l'autre, absolument pas. Et là, je suis très très clair, très affirmatif. C'est-à-dire? Pour moi, ni l'un ni l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, le plus grand défi de Randall, il a 27 ans, et en tout cas, il est dans sa 27e année. Je pense que le plus grand défi de Randall, c'est de faire les bons choix, de faire les choix qui vont lui permettre d'exprimer au mieux ses qualités. Pourquoi on l'a vu aussi resplendissant en Allemagne? Posons-nous les bonnes questions. Le football allemand n'est pas le même que le football italien. Le football allemand offre beaucoup plus de possibilités que le football français, notamment quand on joue au PSG. Pour être plus clair, connaissant parfaitement les qualités de Randall, je pense qu'il serait dangereux pour lui de ne pas considérer davantage ses qualités propres
ses qualités premières. Et moi, je ne le vois pas ailleurs, pour mettre encore une fois ses qualités en avant. Je ne le vois pas ailleurs que dans le championnat anglais ou allemand. Loïc, très court, d'accord avec ça ? Oui, complètement. Et puis je rappellerai juste qu'à Francfort, il jouait dans un schéma où il était soutenu par deux créateurs, Götze, Kamada, si je dis pas de bêtises. Et ça compte énormément parce qu'il y a la dimension psychologique qu'il a donc souligné dans son interview à la Repubblica, à savoir prendre du plaisir, kiffer. Et ça, il l'a retrouvé à la Juve. Mais encore une fois, est-ce que la Juventus est capable sur le long terme de le faire kiffer lui ? Pas sûr, donc il faudrait peut-être qu'il soit dans un club qui, comme disait Pierre, mise davantage sur ses qualités propres pour qu'il puisse retrouver le plaisir et aussi retrouver un environnement dans lequel il puisse s'éclater. Merci beaucoup Pierre d'être avec nous dans l'After Italy, d'être venu nous parler de Randal Kolo Muani. Merci à Yoann Crochet évidemment, on reparlera de RKM très vite. Merci Loïc et on se retrouve très vite pour un nouvel After Italy, que ce soit sur les plateformes à écouter ou également sur YouTube à regarder. Salut. After Italy.